les Israéliens estiment qu'ils ont carte blanche, que le temps joue pour eux et qu'il n'est même pas nécessaire d'annexer officiellement la Cisjordanie, par exemple, et que les Palestiniens seront bientôt tellement écœurés qu'ils n'auront d'autre choix que de partir ou de ramper devant les Israéliens. C'est la solitude pour Cuba, qui est complètement isolée, qui est sous un blocus aggravé de la part des États-Unis, ce qui fait que, par exemple, aucune compagnie européenne n'investit à Cuba de peur d'avoir des sanctions des États-Unis. Imagine, on dit qu'il y a une menace sur Air Force One, et que fait Trump? Il est évacué à travers un porte-conteneur dans un conteneur où il y a les plateaux repas pour aller prendre un autre avion. Il laisse une partie de son gouvernement, les journalistes et son staff prendre l'avion qui est donc menacé. En termes de courage, pour quelqu'un qui aime bien montrer sa virilité, c'est pas terrible. Bienvenue dans Géostratégiques, l'émission qui décrypte l'actualité internationale avec Pascal Boniface, notre spécialiste en géopolitique. Au programme de notre émission aujourd'hui, Benyamin Netanyahou a rejeté la dernière feuille de route du plan de paix de Donald Trump pour Gaza, alors que celui-ci devait entrer dans sa deuxième phase. Au cœur du désaccord, le désarmement du Hamas. Netanyahou exige qu'il soit total, alors que le plan de Donald Trump prévoit un désarmement en même temps qu'un retrait progressif des troupes israéliennes. Le Conseil de la paix va-t-il échouer sur le dossier israélo-palestinien? C'est notre grande question du jour. On reviendra ensuite sur un scénario digne d'un film d'espionnage survenu le 8 juillet dernier au retour du sommet de l'OTAN en Turquie. Donald Trump a confirmé le 11 août dernier avoir été secrètement exfiltré d'Air Force One, l'avion qui transporte habituellement les présidents américains, en raison d'une menace jugée sérieuse par ses services de sécurité. Pourquoi une telle opération a-t-elle été tenue secrète et que sait-on réellement de cette menace? Les puissances du Moyen-Orient cherchent-elles de leur côté à moins dépendre des États-Unis pour leur sécurité? Un pacte de défense inédit vient d'être signé entre trois puissances musulmanes, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Pourquoi cette alliance se forme-t-elle maintenant et peut-elle rebattre les cartes dans la région? Et enfin, direction Cuba, l'île célèbre aujourd'hui le centenaire de la naissance de Fidel Castro, alors qu'elle traverse une grave crise économique marquée par les pénuries et les coupures d'électricité. Dans le même temps, les États-Unis auraient renforcé leur opération de renseignement sur l'île afin de faire pression sur le pouvoir cubain. 100 ans après la naissance de Fidel Castro, que reste-t-il de la révolution cubaine? Géostratégiques avec Pascal Boniface, c'est tout de suite. En octobre dernier, Israël et le Hamas concluaient, sous l'égide de Donald Trump, la première phase de son plan pour Gaza, avec un cessez-le-feu, la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens et le début du retrait de l'armée israélienne. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Force est de constater qu'Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Le 12 août, l'armée israélienne a d'ailleurs tué au moins un Palestinien après une semaine sans frappe. Le ministère de la Santé palestinien recense d'ailleurs plus de 1200 Palestiniens tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Alors Pascal, est-ce qu'on peut déjà dire que la phase 1 du plan de paix de Donald Trump est un échec? Alors la phase 1, c'était justement le cessez-le-feu et la libération des otages. Le cessez-le-feu a été proclamé, il n'a pas été respecté, comme c'est très souvent le cas avec Israël. Les otages ont été libérés. Rappelle-toi, Sarah, tous ceux qui nous disaient depuis le 7 octobre, libérez les otages et tout s'arrête. Les otages ont été libérés et Gaza est toujours bombardée et l'armée israélienne a même augmenté son occupation de Gaza et a encore restreint les peu d'endroits où les Palestiniens pouvaient vivre. Donc, lorsque Trump propose la phase 2, qui est un peu plus exigeante pour Israël, puisqu'elle doit se retirer de Gaza, rappelons qu'elle occupe 60% d'un petit territoire, et Netanyahou dit non, je ne l'accepte pas, je ne vais pas le faire, parce que je veux d'abord qu'il y ait un désarmement total, et non pas partiel, mais total du Hamas, y compris pour les forces de police, par exemple. Et donc Netanyahou défie ouvertement Trump et une fois encore, une énième fois, soumis à une pression contradictoire de la part du président américain d'un côté et de ses alliés extrémistes, enfin lui-même était en extrémiste d'ailleurs, mais de ses alliés encore plus extrémistes que lui, Ben Gvir et Smotrich, il préfère
refuser et résister au président américain que résister à ses alliés, parce que s'il résiste à ses alliés, il quitte le gouvernement et il tombe. Alors, si la première phase n'est pas réussie, la deuxième phase est encore plus difficile à mettre en œuvre. Elle doit organiser le désarmement du Hamas en même temps qu'un retrait progressif des troupes israéliennes, ainsi que la future administration de Gaza sous la supervision de ce qu'on appelle le Conseil de la paix, donc qui a été créé et présidé par Donald Trump. Mais coup de théâtre, Benjamin Netanyahou rejette cette feuille de route. Il exige, lui, un désarmement complet du Hamas avant tout retrait israélien. Pascal, comment s'annonce cette deuxième phase et quelles sont les probabilités finalement qu'elle aboutisse? Bah, elle s'annonce très mal. Il y a deux options. Soit Trump exerce une réelle pression sur Netanyahou, et on a vu dans le passé que parfois Trump a obtenu des choses de Netanyahou en lui disant c'est comme ça ou pas autrement, avec des menaces d'arrêt de l'aide américaine à Israël. J.D. Vance, le vice-président américain, a dit à deux reprises que sans l'aide américaine, Israël ne pourrait pas survivre. Et Donald Trump, on en a parlé dans une précédente émission, a carrément insulté Netanyahou au téléphone en lui disant que sans lui, il serait en prison. Mais Netanyahou pense que finalement, il peut y avoir des colères présidentielles, il peut y avoir du rififi, mais qu'au bout du compte, il ne sera pas abandonné par les Américains et qu'il peut continuer à avoir son avantage. Et surtout, il pense que la brouille avec les Américains, c'est un peu du long terme, et que pour l'instant, l'urgence pour lui, c'est de rester au pouvoir et d'attendre les élections d'octobre Mhm. l'an prochain de cette année, et que s'il perd ces deux béquilles que sont les deux extrémistes fascistes, Vladimir et Smotrich, il tombe, et s'il tombe, il risque aussi d'être mis en cause pour sa gestion du 7 octobre, pour le multiples affaires de corruption. Et donc voilà, et donc on peut dire que soit Trump décide qu'on ne peut pas lui tenir tête comme cela et qu'il tape du poing sur la table, mais il est tellement englué dans d'autres affaires internationales qu'il peut faire passer Gaza à l'arrière-plan de ses priorités. Comme tu viens de le rappeler, les élections législatives en Israël arrivent à grands pas en octobre prochain et Benjamin Netanyahou donc pourrait y perdre sa place de Premier ministre. Mais ça ne veut pas dire, comme tu l'as dit aussi, qu'il sera remplacé par un Premier ministre, en tout cas plus clément en faveur des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie, comme on l'a rappelé aussi dans une précédente émission. Mais du coup, pourquoi Benjamin Netanyahou rejette le plan de Donald Trump? Est-ce qu'il a peur de froisser une partie de son électorat? Et est-ce qu'il ne risque pas de se mettre à dos son plus grand allié, Donald Trump? Oui, tout à fait. Il risque d'agacer une fois encore Donald Trump. Il risque surtout de dégrader encore l'image d'Israël aux États-Unis. On sait quand même que dans l'affaire des primaires démocrates, ceux qui refusent les fonds de l'AIPAC, l'American Israeli Political Action Committee, en fait, on le vend en poupe, et que de plus en plus, l'image d'Israël est dégradée. Et le fait de refuser le plan de paix proposé pourtant par un président que Netanyahu présente lui-même comme le plus grand ami qu'Israël a eu à la Maison-Blanche ne va pas améliorer l'image d'Israël aux États-Unis, mais ça, c'est du long terme, c'est du long terme. Le court terme, c'est que s'il cède là-dessus, eh bien, l'extrême droite va plaider pour le fait qu'il se compromette, pour le fait qu'il renonce à la souveraineté israélienne. Et l'extrême droite israélienne est tellement habituée à ce que les États-Unis cèdent à Israël qu'ils Mhm. pensent qu'ils peuvent continuer ce jeu-là, et que c'est Israël qui peut imposer ses conditions aux États-Unis et non pas l'inverse. Alors que lorsque l'on regarde la réalité stratégique, Israël a bien plus besoin des États-Unis que les États-Unis ont besoin d'Israël. C'est qu'Israël est plutôt, en fait, dans la diplomatie américaine, une gêne, un obstacle qui contribue à l'impopularité des États-Unis dans le monde. Mais disons que ça, c'est la réalité. Les perceptions sont différentes encore. Est-ce que voir Benjamin Netanyahou s'opposer aussi frontalement à Donald Trump, c'est vraiment inédit? Non, en fait, le Netanyahou s'est opposé à Obama, s'est opposé à Biden, s'est opposé à tous les présidents américains, à George Bush. En fait, Netanyahou s'est constamment opposé au président américain quand il y avait un désaccord entre Israël et les États-Unis. Et rares sont les circonstances où il a dû céder. Obama a fait un très beau discours une fois qu'il est rentré en fonction sur la nécessité de progresser vers la paix, sur la nécessité d'arrêter la colonisation des territoires palestiniens. Rien n'a été fait. Et il a même, lorsqu'il a signé l'accord sur le nucléaire iranien auquel Netanyahu s'opposait, il a compensé cela en augmentant d'1 milliard par an l'aide déjà monumentale de 2,8 milliards de dollars que les États-Unis accordent à Israël chaque année, qui est passé à 3,8 milliards de dollars. Donc en fait, Netanyahu pense qu'il peut s'opposer avec succès au président américain, et l'examen des faits ne lui donne pas tort.
Mhm. Finalement, si Donald Trump échoue à faire changer d'avis Benjamin Netanyahou sur ce plan, est-ce qu'il lui reste une autre, en tout cas, est-ce qu'il reste une autre voie diplomatique pour mettre fin à la guerre à Gaza? Aucune, aucune. On sait très bien que l'Europe se contente de faire des communiqués de condamnation et de verser des larmes sur le sort des Palestiniens, que les gouvernements arabes qui veulent faire quelque chose ne sont pas suffisamment nombreux et n'ont pas suffisamment de poids pour réellement peser. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est comme les Saoudiens, ne pas reconnaître Israël malgré les demandes américaines en ce sens. Et donc, les Israéliens estiment qu'ils ont carte blanche, que le temps joue pour eux et qu'il n'est même pas nécessaire d'annexer officiellement la Cisjordanie, par exemple, c'est qu'il y a une annexion rampante, de fait, d'un grignotage permanent des territoires, et que les Palestiniens seront bientôt tellement écœurés qu'ils n'auront d'autre choix que de partir ou de ramper devant les Israéliens. Merci Pascal. Avant de conclure cette partie, on vous rappelle que vous pouvez vous procurer les bandes dessinées de Pascal Boniface sur tous les points de vente. Géostratégique, c'est le nom de notre émission, mais c'est aussi et d'abord celui des bandes dessinées de Pascal qui sont illustrées par Tommy Dessine et qu'on vous invite fortement à lire et feuilleter si vous êtes intéressé par l'actualité internationale et la géopolitique. Tout de suite, la deuxième partie de notre émission. Une scène digne d'un film d'espionnage. Le 8 juillet dernier, après le sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump monte publiquement à bord d'Air Force One pour quitter la Turquie. Et quelques minutes plus tard, il est secrètement exfiltré de l'appareil dans un véhicule de ravitaillement et transféré vers un autre avion militaire américain. En cause, une menace d'attentat jugée crédible et imminente par ses services de sécurité, possiblement liée à l'Iran. Air Force One décolle alors sans Trump, mais avec des responsables américains et des journalistes qui ignorent que le président n'est plus à bord. L'opération restera secrète pendant plus d'un mois. Après les révélations du Washington Post et du New York Times récemment, plusieurs élus démocrates s'indignent d'avoir été tenus à l'écart de cette opération. Selon le média Middle East Eye, des responsables turcs soupçonnent le renseignement israélien d'avoir transmis une fausse alerte iranienne pour perturber les négociations entre Washington et Téhéran, une hypothèse qui, à ce stade, n'est pas établie. Pascal, pourquoi cette opération est-elle restée secrète pendant plus d'un mois, même une fois Donald Trump hors de danger finalement? Bah, parce qu'elle n'est pas vraiment glorieuse pour Donald Trump et pour les États-Unis. Imagine, on dit qu'il y a une menace sur Air Force One, et que fait Trump? Il est évacué à travers un porte-conteneur dans un conteneur où il y a les plateaux repas pour aller prendre un autre avion, et il laisse, alors qu'il y a des menaces, il laisse une partie de son gouvernement, les journalistes et son staff prendre l'avion qui est donc menacé. Et lui est Mhm. exfiltré. Donc, en termes de courage, pour quelqu'un qui aime bien montrer sa virilité, c'est pas terrible. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a un film Air Force One, justement, avec Harrison Ford. Il doit résister. C'est le président qui résiste aux terroristes. Là, c'est Mhm. plutôt, pour prendre une autre référence cinématographique, plutôt Leslie Nielsen, le mec, le héros de Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou pour sauver le président, qui fait gaffe sur gaffe, quoi. C'est vraiment bon. Donc, c'est pas très glorieux, ça, de fuir comme cela, Mhm. d'être évacué dans un conteneur avec les plateaux repas des journalistes et du membre. Mais surtout, ce que ça veut dire aussi, c'est que assassiner un chef d'État, c'est quand même rare. Bon, il y a eu Sadat, mais c'était des terroristes internes. Il y a eu Lumumba il y a longtemps Mhm. au Congo. Il y a eu Kabila dans les affaires aussi entre le Congo et la RDC. Bon, mais là, ça veut dire qu'il y a des menaces et que l'Iran pourrait crédiblement vouloir tuer le président américain. Du temps de la guerre froide, jamais on n'a soupçonné Staline de vouloir assassiner le président américain, ni Mao de vouloir assassiner le président américain. Par contre, les Américains ont maintes fois voulu assassiner Fidel Castro. Mais donc, ça veut dire que Trump, il a fait assassiner le guide suprême iranien et que Mhm. quelque part, il a un peu normalisé le fait que, comme il n'y a pas de tabou, bah, cette fois-ci, il est victime de ses propres agissements parce que on peut dire qu'il est crédible qu'un pays puisse vouloir assassiner le chef d'un État rival. Et donc, bah, la trouille qu'il a eue, que ses services ont eue par rapport à une menace iranienne, est quand même, une fois de plus, pas très glorieuse. Mais ça veut dire que, puisqu'il n'y a plus de règles, voilà, le fait qu'un pays puisse vouloir tuer le chef d'État d'un autre pays, aussi important que les États-Unis, peut apparaître comme une option crédible. C'est extrêmement préoccupant.
Alors, il a aussi dit, je cite, je suis l'objet de beaucoup de menaces dont vous n'avez pas connaissance. Est-ce que c'est simplement une manière de banaliser ce qui s'est passé ou est-ce qu'il faut comprendre que la menace iranienne contre Donald Trump est beaucoup plus importante qu'on ne le pense? Bah, en tous les cas, elle est prise en compte de façon beaucoup plus importante. Jusqu'ici, il y a Hmm. une très grande protection auprès du président américain parce qu'il y a quand même des présidents américains qui ont été assassinés. Reagan a fait l'objet d'un attentat qui ne l'a pas tué, mais qui aurait pu le tuer. Donald Trump, dans la campagne, a fait l'objet de 2 attentats. Donc, on sait que les services de sécurité ne plaisantent pas avec la sécurité du président. Mais jusqu'ici, les menaces étaient des menaces internes, pas les Mhm. menaces d'un État rival géopolitique des États-Unis. Donc là, c'est quand même quelque chose de très différent de ce que l'on connaît et de beaucoup plus grave. Et cette alerte, elle intervient alors que Donald Trump cherchait justement à négocier avec l'Iran pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz. Et il y a désormais une autre hypothèse donc liée au contexte de guerre. Des responsables turcs qui sont cités par le média Middle East Eye soupçonnent Israël d'avoir fabriqué ou exagéré cette alerte iranienne. Est-ce que c'est une hypothèse crédible selon toi? Bah, en tous les cas, c'est quand même Israël qui a entraîné les États-Unis dans cette guerre contre l'Iran le 28 février. Et on sait que les services israéliens savent quand même manipuler tout cela. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée, mais que l'on ne peut pas exclure totalement, loin de là. Mhm. Merci Pascal. Tout de suite, la troisième partie de notre émission. Un nouvel accord militaire pourrait rebattre les cartes au Moyen-Orient. Vendredi 7 août, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé à la Mecque un pacte de défense mutuelle. Le principe est simple, une attaque contre l'un de ces trois pays sera considérée comme une attaque contre les trois, un mécanisme qui rappelle celui de l'OTAN. Cet accord réunit trois puissances très complémentaires, l'Arabie saoudite et sa puissance financière, la Turquie et son importante industrie militaire et le Pakistan, seule puissance nucléaire du monde musulman. Et surtout, il intervient dans un contexte de guerre avec l'Iran et Israël, alors que ces trois pays semblent de moins en moins convaincus que les États-Unis puissent garantir seuls leur sécurité. Pascal, est-ce qu'on est en train de voir apparaître une sorte de nouvelle OTAN au Moyen-Orient et qui rallierait trois pays à forte majorité musulmane? Alors, nouvelle OTAN, c'est peut-être exagéré parce que l'OTAN, c'est quand même une superpuissance et des alliés, et avec une situation quand même déséquilibrée et quand même une alliance qui, dès le départ, réunit un nombre important d'États. Là, c'est un trio très complémentaire. Et il n'y a pas un pays qui se détache comme les États-Unis se détachent au sein de l'OTAN. Mais ce trio est très complémentaire parce que tu as d'une part l'Arabie saoudite et que le fait que les accords aient été signés à la Mecque n'est pas sans signification symbolique, donc gardien des lieux de saints d'islam par rapport à 2 autres pays musulmans sunnites, mais aussi grande puissance pétrolière et grande puissance financière et qui devient une puissance stratégique. La Turquie, qui a une armée très puissante et une industrie militaire très développée, et le Pakistan, armée, service de renseignement, qui joue le rôle d'ailleurs d'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis pour l'instant, et qui a l'arme nucléaire. Qui a l'arme nucléaire. Donc on voit que cette alliance de 3 pays qui sont liés aux États-Unis, mais qui effectivement, comme tu l'as dit, éprouvent des doutes par rapport à la garantie américaine, par rapport à la crédibilité américaine. Et c'est finalement très significatif de ce qu'on appelle le multi-alignement. On ne peut Mhm. pas se contenter d'une seule alliance, il faut multiplier les liens avec d'autres pays, et ce sont aussi 3 puissances moyennes qui, en se groupant, vont élargir leur marge de manœuvre chacune. Et donc, c'est une évolution extrêmement importante au Proche-Orient, dans la région, de ces pays qui tous sont liés aux États-Unis, mais qui tous éprouvent des doutes par rapport à Washington, se donnent de l'air en s'alliant mutuellement. Et on a bien compris qu'il ne tournait pas le dos aux États-Unis parce que, par exemple, la Turquie reste dans l'OTAN, l'Arabie saoudite aussi vient de renforcer sa coopération avec Washington en signant, euh, en signant un accord récemment pour 30 ans, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi ces trois pays ont-ils besoin d'une nouvelle alliance alors qu'ils sont tous à des degrés différents des partenaires des États-Unis? Bah, pour être moins dépendant des États-Unis, pour dire en fait, voyez, on n'est pas dans une relation. Parce que là, s'il y a une relation uniquement bilatérale entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, ou entre la Turquie et les États-Unis, cette relation est très défavorable
aux pays moins puissants. Et c'est la même chose pour pour le Pakistan. Donc, ils veulent sortir d'une trop forte dépendance, d'une dépendance exclusive à l'égard des États-Unis. Et comme ça, les Saoudiens disent, bah, vous voyez, j'ai une alliance avec le Pakistan qui a l'arme nucléaire, ça me protège un peu plus, avec la Turquie qui a une très forte industrie de défense, je peux faire des achats chez eux. Et surtout, je développe aussi des liens avec la Russie et avec la Chine. Et vous ne pouvez pas. Et donc là, il y a eu un accord nucléaire entre les Saoudiens et les États-Unis, mais les Américains ont dit qu'ils ne permettront pas aux Saoudiens d'enrichir de l'uranium tant qu'ils n'auront pas reconnu Israël. Et les Saoudiens disent, mais peut-être que du coup, et Trump avait justifié cet accord en disant que s'il ne fournissait pas de la technologie nucléaire aux Saoudiens, ça serait la Chine ou la Russie qui le ferait. Et donc, en faisant cette alliance, la Russie augmente son pouvoir de négociation par rapport aux États-Unis, et il en est de même pour les deux autres pays qui sont des alliés, mais la Turquie n'a pris aucune sanction contre la Russie. C'est le seul pays de l'OTAN avec la Hongrie à ne pas l'avoir fait. Donc on voit que ce sont des alliés, mais ce ne sont pas des alliés captifs et dociles. Et juste, Pascal, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Le Pakistan possède l'arme nucléaire. Est-ce que ça signifie que désormais l'Arabie Saoudite et la Turquie bénéficient indirectement de cette forme de protection nucléaire? Non, ça n'a pas été dit ouvertement et le Pakistan n'a pas les moyens de couvrir. Disons que il n'est pas certain que le Pakistan, s'il y avait des problèmes entre l'Iran et les Saoudiens, intervienne directement. Et pour l'instant, on est dans la symbolique de l'arme nucléaire, mais il n'y a pas de Mm, garantie nucléaire. Il n'y a pas ce qu'on appelle une dissuasion nucléaire élargie du mm. Pakistan sur la Turquie et les Saoudiens. Mais le Pakistan pèse plus sur la scène mondiale parce que c'est l'un des 9 États qui ont officiellement l'arme, enfin qui ont de fait l'arme nucléaire. Oui. Alors pour l'heure, ni les États-Unis ni Israël n'a réagi à la signature de ce pacte de défense mutuelle, pardon, qui n'a d'ailleurs pas été révélé avant le jour de sa signature, c'est-à-dire le 7 août 2026. Est-ce que, Pascal, les États-Unis et Israël devraient s'inquiéter de cette nouvelle alliance tripartite? Alors, les États-Unis devraient se préoccuper et Israël s'inquiéter. Les États-Unis devraient se préoccuper parce qu'effectivement, ça les rend un peu moins forts à l'égard de chacun des trois signataires. Israël peut s'inquiéter parce que ces trois États sont très clairement opposés à Israël de façon très nette. Bien sûr, la Turquie, Erdogan n'arrête pas de critiquer ce que fait Israël à Gaza, est devenu, bah, en fait, dans les pays occidentaux, bon, l'un des plus critiques, enfin dans les pays de l'OTAN, le plus critique à l'égard d'Israël de longue date d'ailleurs. Ça date un peu d'ailleurs de 2009 quand Israël avait lancé l'assaut contre un navire turc qui voulait forcer le blocus sur Gaza. Le Pakistan également dans sa position. Donc ce sont trois pays qui ont une diplomatie ouvertement opposée à Israël. Et l'Iran, au contraire, comme l'affirmaient certains responsables iraniens sur les réseaux sociaux, présente cet accord comme la preuve que les pays de la région ne croient plus du coup aux garanties américaines. Est-ce que Téhéran peut finalement voir cette alliance d'un bon œil? Alors, tout ce qui peut gêner Israël et les États-Unis est vu d'un bon œil par l'Iran, et en même temps, l'Iran est en train d'aider les Houthis qui s'attaquent aux Mm. positions saoudiennes. Et l'Iran joue un peu un double jeu qui peut lui être défavorable. Alors, l'Iran est en bonne relation avec le Pakistan, qui est l'intermédiaire désormais avec Washington, mais l'Iran, disons, joue un jeu dangereux par rapport aux Saoudiens parce que les Saoudiens estiment qu'à terme, il faudrait qu'ils aient une entente avec l'Iran qui ne va pas déménager, qui restera dans le Golfe. Et là, c'est une stratégie qui les différencie des Émirats arabes unis, qui pensent qu'il faudrait éliminer définitivement la menace iranienne. Et l'Iran ne donne pas beaucoup d'arguments, ne fait pas grand-chose pour améliorer la relation avec Riyad. Mm. Alors tu disais que nouvelle OTAN au Moyen-Orient, ce serait peu probable, mais la Turquie dit déjà souhaiter élargir ce pacte, notamment à l'Égypte. Est-ce qu'on pourrait voir émerger un véritable bloc militaire régional autour de ces pays? Oui, effectivement, l'Égypte est intéressée, ainsi que le Qatar, sauf que bon, l'Égypte, c'est un grand pays, mais dont la situation économique et stratégique les rend trop dépendants des autres pays. En fait, les pays estiment que l'Égypte n'a rien fait
dans les bombardements iraniens, se tient un peu à l'écart, alors que les Saoudiens ont quand même très largement comblé les dettes et insufflé de l'argent dans l'économie égyptienne. Donc l'Égypte ne joue pas le rôle, ne joue plus le rôle qu'elle a joué auparavant, mais symboliquement, ça pourrait être important. Mais disons que la différence, c'est que pour l'instant, ces trois pays ne reconnaissent pas Israël, alors que l'Égypte Mm. a un traité de paix avec Israël. Et dernière chose, certains chercheurs affirment que ça pourrait marquer le début d'un Moyen-Orient entre guillemets post-américain, pas sans les États-Unis, mais en tout cas moins dépendant d'eux. Tu en penses quoi, toi, de cette analyse? Alors, sans les États-Unis, non, parce que ces pays ne vont pas abandonner les liens qu'ils ont avec les États-Unis. Tu as cité toi-même les accords entre Riyad et Washington, mais disons que l'influence américaine diminue. On peut dire que la région était une sorte de lac américain, de mer américain, de région américaine. Les Américains ont un peu le monopole de la puissance dans cette région, et au fur et à mesure, cette Mm. importance stratégique, cette influence diminue très régulièrement de par l'apparition d'autres acteurs, comme la Chine, entre autres, mais aussi de par l'autonomisation que ces pays cherchent à avoir par rapport à Washington. Merci Pascal, et tout de suite la dernière partie de notre émission. Cuba célèbre ce 13 août les 100 ans de la naissance de Fidel Castro, figure de la révolution qui a dirigé l'île pendant près d'un demi-siècle. Mais ce centenaire intervient dans un contexte particulièrement difficile. Cuba traverse une grave crise économique avec des pénuries de nourriture, d'eau et des coupures d'électricité à répétition. Et au même moment, Politico et le New York Times, médias américains, révèlent que les États-Unis auraient mis en place une nouvelle cellule de renseignement consacrée à Cuba. Objectif, identifier et influencer des personnes susceptibles de s'opposer au pouvoir communiste, mais aussi pousser le régime à changer de cap. Washington affirme privilégier pour l'instant les moyens diplomatiques et le renseignement plutôt qu'une intervention militaire. Alors 100 ans après la naissance de Fidel Castro, que reste-t-il réellement de la révolution cubaine et Donald Trump cherche-t-il aujourd'hui à provoquer la chute du régime? Pascal Boniface, grande question, 100 ans après la naissance de Fidel Castro, selon toi, que reste-t-il aujourd'hui de la révolution cubaine? 100 ans, ce qui reste, c'est la solitude. C'est la solitude pour Cuba, qui est complètement isolée, qui est sous un blocus aggravé de la part des États-Unis, ce qui fait que, par exemple, aucune compagnie européenne n'investit à Cuba de peur d'avoir des sanctions des États-Unis. Donc les groupes hôteliers, voilà. Comme il y a un blocus pétrolier, le Venezuela fournissait du pétrole à Cuba, le nouveau gouvernement n'en fait plus, ne le fait plus, parce qu'ils sont sous obéissance des États-Unis, même si c'est toujours la vice-présidente de Nicolas Maduro qui est au pouvoir. Et par exemple, un pays comme le Mexique, qui est indépendant, qui n'est pas sous la coupe des États-Unis, qui voulait continuer à avoir des rapports développés avec Cuba, ne le peut pas parce que les États-Unis menacent de sanctions le Mexique, dont 80% du commerce extérieur va aux États-Unis s'ils aidaient Cuba. Le seul qui proteste ouvertement contre cela, c'est encore Lula, qui vient de faire une tirade disant que ce blocus est tout à fait inadmissible et c'est un blocus qui effectivement conduit à l'électricité est coupée très souvent, il n'y a plus d'énergie, et quand il n'y a plus d'énergie, et même les quelques avions de touristes qui volaient encore ne peuvent plus atterrir à Cuba parce qu'il n'y a pas d'essence pour refueler, pour faire le plein, pour repartir. Donc c'est vraiment la disparition. Hein, ils sont étouffés, ils sont complètement étouffés. Alors, ils ont fait des erreurs. C'est-à-dire que souvent, par rapport à Cuba, tu as deux opinions. Tout va mal à cause du blocus ou tout va mal à cause de la mauvaise gestion des castristes, des communistes cubains. C'est un peu les deux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des progrès faits par Cuba pendant très longtemps, la médecine, la scolarité, que le blocus total conduit à faire disparaître. Et Mhm. que le but des États-Unis, et notamment de Marco Rubio, qui provient d'une famille d'émigrés cubains qui a quitté Cuba quand Castro a pris le pouvoir, c'est, si ce n'est de faire tomber le régime, du moins de prendre possession, un peu comme au Venezuela. Au Venezuela, c'est toujours officiellement le parti de Maduro qui est au pouvoir, mais Delcy Rodriguez fait exactement ce que veulent les États-Unis. Et là, à Cuba, ils peuvent se dire, si ils peuvent continuer à avoir le même régime, mais ils vont devoir vendre des biens. Le régime cubain castriste vient à adopter récemment une loi qui permet de vendre à l'étranger des compagnies nationales cubaines.
qui va acheter? Personne sauf les Américains, parce que les Européens ou les autres vont se dire j'achète pas tant que je ne sais pas ce qui se passe et tant que j'ai pas le feu vert de Washington. Donc l'idée, c'est de reprendre possession de Cuba, que Cuba redevienne une colonie de fait américaine, comme c'était le cas avant janvier 59. Et finalement, l'isolement de Cuba et le fait qu'elle traverse des crises toujours plus graves dans son histoire, est-ce que c'est d'abord une conséquence du système politique cubain ou des sanctions et de l'embargo américain? On peut dire que c'est un peu les deux, en fait, et que c'est pas uniquement un facteur, c'est multifactoriel. Les castristes ont fait beaucoup d'erreurs économiques. Les Chinois leur ont proposé d'ouvrir un peu l'économie, d'admettre des investissements privés. Ils n'ont jamais voulu le faire. Mais c'est vrai que quand tu es sous embargo d'une puissance, d'une hyperpuissance qui est à 150 km de tes côtes, c'est compliqué. Et les voitures cubaines que l'on voit, les pièces de rechange n'existent plus. Donc elles datent de 59, on le voit bien. Enfin, donc c'est un peu les deux. On ne peut pas dire que l'embargo n'est pas responsable de cela. Il a une lourde responsabilité. Et en fait, disons que les Américains ont réussi à faire en sorte que le modèle cubain ne puisse pas se développer normalement. Qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'il y aurait eu un virage autoritaire comme on l'a connu sans embargo? C'est aussi les Américains. Au départ, Castro n'est pas communiste. Au départ, Castro, c'est un nationaliste. Mais comme il veut nationaliser ce qui appartenait aux États-Unis, donc les Américains se fâchent et lancent la guerre. Et c'est uniquement après l'échec du débarquement de Playa Girón, une sorte d'invasion cubaine montée par la CIA qui a été un échec, que Castro se déclare communiste, ce qui n'était pas au départ. Hmm. Donc voilà, malheureusement, une fois encore, un régime, disons au départ nationaliste progressiste, a été entraîné vers le communisme pour résister aux États-Unis, et on ne sait pas ce que ça aurait donné si les tendances autoritaires de Castro existaient depuis le départ, ou s'il y aurait pu avoir une révolution romantique comme pensaient certains. Mais une fois encore, les progrès immenses qui ont été faits à Cuba en termes d'éducation populaire, en termes de justice sociale, d'accès à la santé, là, sont désormais balayés. Et au même moment où Cuba célèbre Fidel Castro, donc Politico, comme je disais tout à l'heure, et le New York Times, des médias américains, révèlent que les services américains renforcent leurs opérations sur l'île. Selon leurs sources, il y aurait déjà de nombreux agents présents sur place. Et les journalistes de l'enquête disent que bien souvent, avant une intervention militaire américaine, les États-Unis intensifient les activités de leurs services de renseignement. Alors, est-ce que on peut imaginer une intervention militaire américaine à Cuba? Non, parce qu'effectivement, il demande la capture de Raúl Castro, le frère de Fidel, qui lui a succédé, mais qui a maintenant 95 ans. Disons qu'il y a quand même des précédents historiques et les Américains ont vraiment échoué à la baie des cochons. C'était une humiliation totale pour eux. Et même si beaucoup de gens sont fatigués du régime et espèrent que le régime tombe pour avoir une ouverture, il n'est pas sûr que l'armée américaine soit accueillie avec des fleurs si elle venait à Cuba et que l'opération qu'ils ont réussi avec Nicolas Maduro, il n'est pas sûr qu'ils puissent la réussir. Prendre le président cubain, l'exfiltrer, mettre quelqu'un d'autre à la place, c'est pas sûr que ça marche. Ce qu'ils souhaitent en fait, c'est que les autorités cubaines n'aient pas d'autre choix que de céder aux impératifs imposés par les États-Unis. Merci Pascal et merci à vous de continuer à suivre cette émission avec nous sur le plateau du Média. Si vous avez apprécié notre émission, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Une playlist géostratégique, c'est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube du Média pour vous permettre de nous retrouver plus facilement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité internationale. À très vite.